la collégialité, elle a été introduite en médecine, la notion de collégialité, dans la loi Leonetti de 2005, donc qui ne parle que des fins de vie et qui disait que pour avoir des décisions qui puissent au maximum respecter l'éthique de la discussion, il fallait pouvoir discuter en collège. Hein. C'est l'éthique de la discussion, Habermas, etc. Et donc, l'éthique de la discussion, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va confronter des points de vue. Il y a une décision difficile à prendre, on va confronter des points de vue. Ce qui est introduit dans la loi Leonetti, pour les fins de vie, c'est cette notion de collégialité, c'est-à-dire que les médecins peuvent faire appel à un autre médecin ou à d'autres médecins pour décider entre médecins. Mais au-delà de ça, ça a mis l'accent sur quelque chose, moi j'y crois depuis très très longtemps, sur le fait que quand il y a des décisions difficiles à prendre, ça doit se faire en équipe, ça doit se faire avec tous les acteurs concernés. Si on vient à la maladie d'Alzheimer, on n'est pas dans la loi de 2005 et ça n'est pas cadré sur le plan juridique, mais c'est vrai que prenons les choses parmi les plus difficiles qui sont entrées dans l'institution dont on parlait tout à l'heure. On a des malades qui se rendent absolument pas compte du fait qu'ils ne peuvent plus vivre à la maison, mais le médecin, ils ont été hospitalisés, le médecin hospitalier, toute l'équipe hospitalière s'en rend bien compte parce qu'il faut faire beaucoup de choses à la place du patient qui est en perte d'autonomie. Le médecin de ville, l'infirmière de ville, le SIAD, etc. se rendent compte aussi que ça devient très très difficile de rester à la maison. Et le patient dit « mais non, mais moi ça va très bien, je veux rester chez moi et j'y arrive très bien ». Parfois, si l'assistante sociale y est allée, on voit que c'est dans des conditions très, très compliquées. Et la façon d'arriver à mettre tout le monde d'accord et d'amener à une décision raisonnable, surtout en matière d'Alzheimer où le patient n'a pas toujours vraiment la bonne connaissance des enjeux et de son propre état, ça va être de discuter. Et ça va être de réunir les gens, y compris le patient. Donc moi j'ai été chef de service longtemps en gériatrie et on organisait, quand il y avait des décisions difficiles à prendre comme ça, des réunions avec la responsable du SIAD, du CLIC éventuellement, avec le médecin traitant, avec l'infirmière libérale, les membres du service. On discutait, on faisait venir le patient, on l'écoutait. Et c'était important aussi que le patient entende que l'ensemble des intervenants arrivaient à une sorte de consensus. Parce que souvent les patients à l'hôpital vont dire oui, mon médecin traitant il veut que je rentre à la maison, il voit bien qu'il venait me soigner à la maison, ça se passe très bien. Voilà. Donc c'est important qu'à un moment, dans ce type de décision compliquée, le patient voit qu'on est nombreux à s'être penchés sur la question et qu'on arrive à une sorte d'avis commun. Alors évidemment la collégialité c'est une façon d'arriver à élaborer une décision. C'est pas vraiment une décision collégiale, c'est un terme impropre, c'est la discussion préparatoire qui est collégiale. Absolument. Parce que la décision, lorsqu'elle intervient, elle est toujours prise par quelqu'un qui en a la responsabilité, qui doit l'assumer. Si c'est un problème médical, ça va être le médecin. Si c'est autre chose, ça peut être sur le plan social, ça va être l'assistante sociale, etc., ou la famille. Mais bon, pour ce qui me concerne et que je connais bien, sur le problème des décisions médicales, c'est bien le médecin qui va décider. Mais il ne peut pas avoir connaissance de tous les tenants et aboutissants et l'avis de l'aide-soignante, l'avis du kiné, l'avis de l'assistante sociale vont être importants pour qu'il arrive à forger sa décision. Et je crois que c'est important, bon ça s'apprend à faire des réunions comme celle-là, des réunions d'équipe où on discute en vue d'une décision à prendre. C'est très intéressant parce que finalement on revient à quelque chose de très ancien, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais avec un petit détail d'importance, c'est que le malade est au milieu là. Oui. Et donc ça c'est très profond, c'est très ancien. On voit ça, je veux dire, dans les sociétés soi-disant traditionnelles, c'est comme ça. Mais oui. Le malade, il est là. Alors qu'en médecine, on avait souvent pris l'habitude de décider en dehors du patient et lui dire mon brave, je sais ce qui est bien pour vous.
Hein. Donc effectivement, tout ça vient aussi de la loi du 4 mars 2002 et du fait qu'on on a changé de paradigme. On n'est plus dans une médecine paternaliste, c'est fini, ce modèle-là ne devrait plus exister, il existe encore, mais ne devrait plus exister. C'est plus mon brave, je sais ce qui est bon pour vous, écoutez-moi. C'est on va en discuter ensemble et vous, comment est-ce que vous voyez les choses et du coup, comment est-ce que je peux tenir compte de votre avis. Alors ce qui est important, c'est que quand même, en France, le législateur a voulu quand même qu'on tient compte de l'avis de la personne, mais on n'est pas non plus complètement obligé de suivre l'avis de la personne. Ce qui, dans d'autres pays tout proches de chez nous, par exemple la Belgique ou la Suisse surtout, est différent. Si on parle des fins de vie, les directives anticipées, en Suisse, on doit impérativement suivre ce que le malade a décidé. En France, le législateur a voulu qu'on en tienne compte au maximum. Voilà, c'est donc important. Tout à fait. Non, mais là, il y a quelque chose d'assez fondamental et même d'assez culturel. Hein. Si on remonte, on ne fait plus ça. Je veux dire, maintenant, les gens se coupent la parole en permanence, ne s'écoutent plus. Non, mais c'est vrai. Au XVIIe, c'était pas ça. On n'était pas d'accord, on écoutait quand même, parce qu'on avait l'intelligence. On se disait, je vais peut-être apprendre quelque chose, je vais peut-être revenir sur ce que je pense, je vais peut-être, sans aller jusque-là, ça va peut-être me permettre d'éclairer un peu différemment. Bon, et c'était ça la vraie collégialité. C'est qu'au bout du compte, plus personne n'est exact. Bon, dans l'idéal, hein, mais enfin, plus personne n'est exactement le même non plus. Hein. Chacun a pris on peut s'enrichir les uns les autres de la vie de l'autre. Et probablement le malade aussi, même s'il n'a rien dit. Il ne pensait pas à tout ça. Je veux dire, en tout cas pas comme ça. Et bon, je sais pas, on a fait ça très longtemps et effectivement, je trouve que c'est très bien. C'est étonnant qu'on en arrive là, parce qu'on est quand même très individualiste. C'est surtout étonnant qu'on ait été obligé de le rappeler dans une loi, enfin, de légiférer là-dessus. Oui, mais oui, parce qu'on s'en est éloigné terriblement. Mais comment se fait-il qu'on y revienne, étant donné qu'on est quand même, on est très individualiste quand même. C'est intéressant, hein, je veux dire, c'est une question, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est pas au moins dans la loi Leonetti, parce que se posaient de façon réitérée, se posent toujours de façon réitérée, les questions de limitation et d'arrêt de traitement en fin de vie, qui sont toujours des décisions extrêmement difficiles à prendre. Et à prendre seul. On ne peut pas les prendre seuls. Ouais, justement, on ne peut plus les prendre seuls. Je pense que c'est bien pour le patient qui a la garantie qu'au moins un certain nombre de professionnels ont discuté, et puis la famille aussi a donné son avis, etc. Le patient a donné son avis. C'est aussi une garantie, ça a été voulu comme ça dans la loi, pour les professionnels et pour les médecins en particulier. Pensons aux patients qui sont en réanimation. Hein, il fut un temps quand même où quand on débranchait, c'était considéré comme de l'euthanasie. Aujourd'hui, c'est considéré comme une limitation, un arrêt de traitement, bien encadré par la loi. Il y a une procédure, comment est-ce qu'on doit faire. Et je trouve que c'est intéressant parce que on en a parlé un peu ce matin de la temporalité dans la décision, dans les choix. Alors en particulier avec des patients Alzheimer, c'est une maladie qui va évoluer longtemps. Il y a des moments cruciaux dans la maladie où des décisions vont devenir urgentes ou obligatoires, mais il faut quand même toujours arriver à prendre le temps de cette collégialité. Et c'est difficile parce qu'on a besoin de lui, parce que voilà. Tout à fait. Ouais. Oui, mais oui, il y a la vie derrière, mais ça n'empêche pas. Voilà. C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est, enfin, en tant que chef de service, j'avais le sentiment souvent de résister, hein, pour justement qu'on on prenne le temps de cette discussion. Ah, mais il ne faut pas lâcher ça. Si on lâche ça, on a tout faux. Voilà. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans un service, alors on apprend aussi. Si c'est le médecin qui s'exprime en premier, la plupart du temps, personne n'osera trop aller contre derrière. Donc tout le monde ne s'exprimera pas. Et donc, avec mon ami Michel Geoffroy, en parlant de discussions dans les cas extrêmes, etc., on avait même suggéré que ce soit toujours le professionnel
l'aide-soignante, par exemple, qui commence à parler, puis l'infirmière, puis le médecin seulement. Hein, de façon que chacun puisse, ça s'apprend, de façon que chacun puisse s'exprimer. C'est ce que font les juges. Hein. Oui, oui. C'est un fonctionnement plus démocratique en tous les cas. Je crois qu'en matière de maladie d'Alzheimer, ce qui va être intéressant aussi après, c'est la coordination des différents acteurs. On prend une décision et qui fait quoi, comment, ça va être à mon sens quelque chose d'important. Et pour avoir travaillé à l'élaboration de réseaux, moi je crois beaucoup dans les réseaux de santé, où on formalise un petit peu justement la coordination entre les acteurs. C'est souvent ce qui manque le plus. Et auprès des patients Alzheimer et de leurs aidants, on y revient, qui sont un peu perdus dans une jungle compliquée quand même d'organisation, même simplement pour le soin. Je pense qu'on aura beaucoup à trouver, à bénéficier de l'organisation en réseau du système de soins. Je crois qu'on n'a pas mesuré encore quel impact pouvait avoir la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Vraiment, le malade aujourd'hui est devenu un partenaire, on doit tenir compte de son avis, il a le droit de dire non, et on n'a pas encore mesuré tout ça parce que c'est même pas encore correctement appliqué partout. C'est clair. Et enfin, c'est une révolution culturellement. Dans le monde du soin, c'est vraiment une révolution. Et là, tout se passe comme si la loi avait précédé en fait les pratiques. Quelquefois, il y a des lois qui viennent parce qu'il faut encadrer les pratiques ou parce qu'il y a eu une évolution. Et là en fait, la loi est venue avant. Et on dirait que les professionnels courent derrière pour appliquer, ce qui est assez inhabituel. Mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a changé de paradigme. Oui, c'est ça. Par exemple, en gériatrie, il y a une branche qui est en train de se développer, c'est l'oncogériatrie. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'on soignait de plus en plus de cancéreux âgés, y compris des gens qui avaient éventuellement une maladie d'Alzheimer, et qu'on avait besoin de la vie croisée, du regard croisé, du cancéro et du gériatre pour dire, bon, enfin, vraiment là, est-ce que pour le cancer, c'est ça qu'il faudrait faire, mais pour le malade, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en œuvre, compte tenu du fait qu'il a ceci et cela. On fait un bilan gériatrique, on fait un bilan de la fragilité du patient, et là, ensemble, on peut déterminer si oui ou non, on va se lancer dans des traitements très lourds. Et je trouve que là aussi, c'est des discussions collégiales, et c'est vraiment très important. C'est important. C'est fondamental. Et ça se redouble, enfin c'est rendu encore plus complexe avec la question de la douleur, puisque certains malades en plus ne sentent pas ça. Aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et ça touche même à autre chose encore, qui est finalement dans ce type de discussion, on arrive à toucher aussi, c'est pas fondamental et c'est pas premier, mais on arrive à toucher aussi les aspects économiques, l'économie de la santé. Est-ce qu'on doit vraiment se lancer là-dedans ? Est-ce que parce que ce traitement existe, on doit le faire à tout prix chez un patient qui par ailleurs est très démuni, vulnérable et fragile ? Voilà. Et je trouve que bon, c'est laborieux, mais on arrive maintenant à se poser les bonnes questions. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'évolution que l'on sent actuellement et par rapport à mon expérience qui est ancienne.